ça, on en a déjà un petit peu parlé, le docteur Denon a un petit peu parlé, donc c'est un sujet d'actualité permanent. En France, on dit que la lombalgie touche un Français sur deux, donc c'est quand même énorme. Je pense que tout le monde a déjà eu même une petite douleur lombaire, même qui disparaît en 2 jours, ça fait quand même partie des lombalgies. Lombalgie, ça veut simplement dire douleur lombaire, donc ça englobe tout ce qui peut toucher le dos. Et ça a déjà aussi été dit, c'est la cause principale d'arrêt de travail chaque année. Alors, à côté de ça, on a le paradoxe du confort. Donc là, vous voyez un petit graphique qui nous montre un petit peu la relation donc, entre l'intensité de l'activité et l'augmentation du risque de douleur au dos. Donc on voit que c'est une courbe en U, donc ce qui nous montre que trop peu d'intensité d'exercice, on observe une augmentation du risque de douleur lombaire, mais aussi en faire trop, donc trop d'activité physique peut aussi nous augmenter le risque d'avoir une douleur lombaire. Rassurez-vous, pour arriver dans le trop, il faut déjà y aller. Je ne pense pas que ça nous concerne. Donc l'objectif principal, c'est d'essayer de ne pas être dans le trop peu. Okay, parce que ça nous montre que tout simplement ça augmente le risque de douleur lombaire. Donc le paradoxe avec ça, c'est quoi? C'est que on a une augmentation des douleurs lombaires, aussi due au confort, parce que dans notre société, on a quand même une augmentation des conditions de vie, des conditions de travail qui nous amènent à beaucoup moins bouger et à être beaucoup plus sédentaire en fonction du travail évidemment qu'on fait. Alors la compréhension par rapport à ça, c'est que beaucoup ont donc une croyance sur les problèmes de dos. Ce sont des pathologies mal connues qui sont craintes. L'accès à l'information Internet n'est pas toujours une bonne chose, on le sait très bien, parfois on tape un peu nos symptômes sur Internet, on a l'impression qu'on va y passer dans 2 jours. Et ça, c'est pas très important. Et la peur est associée du coup à la non-connaissance, comme je l'ai dit un peu plus haut. La conclusion par rapport à juste cette introduction, c'est qu'une personne n'est pas l'autre. Donc chaque pathologie, quand bien même elle soit identique, entre guillemets, même si c'est par exemple une hernie discale, sur 2 personnes, ça va totalement être différent parce qu'il faut prendre aussi tout le contexte qu'il y a autour, le stress, le sommeil, l'alimentation, le travail, etc. Et le simple mouvement quotidien est la plus grande partie du travail pour la rééducation. Ça veut dire que, comme le docteur Denon l'a dit, même en venant ici, imaginons 1 heure par semaine, 2 grand max, la majorité du travail va se faire à la maison. Okay, donc ce qui est important, c'est voir tout ce qu'on apprend entre guillemets ici et pouvoir essayer de le refaire par chez vous par la suite. Ça va? Au niveau de l'anatomie, alors qu'est-ce qui constitue cette colonne? Donc on a la partie squelettique, donc c'est tout ce qui fait partie des os, donc toutes les vertèbres que vous voyez là sur la colonne, tout ce qui est dur. On a les disques intervertébraux qui sont entre chaque vertèbre, les ligaments qui entourent cette colonne et qui la rigidifient, qui la solidifient. On a aussi les muscles qui vont venir compenser certains mouvements et vont aider à diminuer les contraintes. Et on a aussi les fascias. Alors la colonne en général, donc ça constitue le pilier central comme on l'a déjà dit, ça supporte le crâne. Donc on a le tube plein à l'avant et un tube creux à l'arrière où passe la moelle épinière. On a entre chaque vertèbre un disque intervertébral qui est responsable de 1/3 de la longueur totale de la colonne. Alors là ici c'est un petit peu plus illustré. On va diviser la colonne vertébrale en 3 parties, cervicale, thoracique et lombaire, ce qui nous intéresse le plus. Et on va avoir en dessous une partie plus fixe qui est le sacrum et le coccyx. On observe dans la partie du milieu, donc de profil, qu'il y a des courbures qui sont totalement physiologiques, totalement normales. Donc on va avoir des syphoses et des lordoses. Ici, pour décrire un petit peu les vertèbres, chaque vertèbre est différente. On a 3 types de vertèbres, comme je l'ai dit, cervicale, thoracique et lombaire. Et elles vont travailler en synergie, donc au niveau de la colonne vertébrale, pour un peu absorber les contraintes et permettre le mouvement. Donc c'est un ensemble de tout ça qui nous donne une fonction. Alors l'anatomie d'une vertèbre. Donc on a le corps vertébral à l'avant, qui est le gros corps plein. On va avoir le canal rachidien à l'arrière, comme je vous l'ai dit, où passe la moelle épinière. Les processus transverses sur le côté et le processus épineux à l'arrière, qui est la petite pointe qu'on peut sentir à l'arrière de la colonne. Les 3 types de vertèbres, donc elles ont toutes des fonctions différentes. Les cervicales permettent plus d'orienter la tête, qui ont un peu plus beaucoup T'as un de patient en mobilité. plus, c'est possible? Oui. Voilà. C'est possible. Bonjour. 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 Excusez-moi pour le retard. Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Urgence. Installez-vous là, Sur le ballon.
Sur le ballon, c'est c'est mieux, très bien. sur le ballon. Les vertèbres thoraciques donc, qui s'articulent avec les côtes, qui sont un peu moins mobiles. Et on a les vertèbres lombaires qui sont les plus robustes, qui vont surtout faire de la flexion-extension. J'ai juste fait une petite introduction sur les lombalgies en général, et là on est dans l'anatomie. Okay. Donc comprendre un petit peu la colonne vertébrale, qu'est-ce qui la constitue, les os, les ligaments et les disques, et à quoi ils servent. Donc chaque vertèbre bouge avec la sous-jacente et la sous-jacente. Une altération, donc un manque de mouvement entre deux vertèbres peut avoir des répercussions sur la mécanique globale du corps. Et donc un manque d'amplitude entre deux étages va tenter d'être récupéré au niveau d'autres étages et donc créer une compensation. Alors on passe au disque intervertébral. Donc ça on l'a déjà un petit peu expliqué, mais donc nous avons un cartilage fibreux autour et un noyau pulpeux au centre, comme on peut voir à droite avec le bleu foncé et le bleu clair. Donc elles sont situées entre deux vertèbres, elles permettent d'amortir les chocs. Et on note en statistique qu'à 75 ans, une hauteur de ce disque est divisée par 2. Donc ça nous montre qu'on a d'office, on n'y échappera pas, on a une dégénérescence de ce disque. Mais ce n'est pas pour ça que toutes les personnes de 75 ans ont mal au dos. Donc ce n'est pas spécialement pour ça que c'est lié à une douleur. Et donc le disque permet d'absorber les chocs et empêche l'impact entre les vertèbres. Là c'est un petit peu ce que j'ai dit en résumé. Constitué d'un noyau pulpeux constitué d'eau. Et donc l'activité physique va améliorer l'entrée et la sortie d'eau et donc va contribuer à nourrir ce disque intervertébral. C'est pour ça que l'activité physique est très importante à ce niveau-là, parce que ça va permettre au disque de nourrir et de réparer les lésions. La moelle épinière, ça on va passer un peu plus vite. Donc c'est dans le canal rachidien, ça permet la transmission de messages nerveux entre le cerveau et le reste du corps. Et à chaque étage vertébral, on note des trous de conjugaison, donc c'est les petits espaces où sortent les nerfs périphériques par rapport à la moelle épinière. Ça aussi, donc les nerfs responsables de la motricité et de la sensibilité des membres. Les ligaments, alors il faut savoir qu'en plus de tout ça, donc on a des ligaments qui vont venir un petit peu rigidifier les structures, mais il faut aussi savoir qu'ils ont un rôle dans la coaptation des articulations et ils vont aussi avoir un rôle proprioceptif, donc un rôle d'information. Donc quand ils vont se mettre en tension, ils vont renvoyer une information vers le cerveau pour informer que cette structure-là a été mise en tension. On a différents noms de ligaments, je ne pense pas que c'est très important de tous les retenir. Donc, comme j'ai dit, ils sont riches en cellules proprioceptives, ils nous donnent des informations sur l'état de tension. Donc, si un ligament se tend, il exerce une force de rappel de l'articulation et il envoie des informations aux muscles pour essayer de corriger cette mise en tension. Les muscles, donc très importants aussi, constitués de tissus mous, donc capables de modifier leur longueur. C'est eux qui vont produire de la force et c'est eux qui vont produire le mouvement. Donc, c'est les muscles qui vont venir tirer sur les tendons, qui vont permettre aux os de bouger, donc nous permettre tout simplement de bouger. Ils peuvent travailler de différentes façons, on va le voir, et il en existe différents types, et ils peuvent être modifiés suite à l'entraînement. C'est pour ça que ça va être très important, ce qu'on fait à l'école du dos, d'essayer de renforcer les muscles importants. Comment fonctionne un muscle? Donc on va toujours avoir une origine, une insertion, une contraction musculaire, ça va être une diminution de la longueur du muscle pour permettre le mouvement. On a différents types de contractions, ça c'est important. On a concentrique, donc c'est lorsque les fibres vont se raccourcir. Excentrique, c'est quand on va essayer par exemple de maintenir un poids, donc on va avoir un allongement des fibres. Et isométrique, c'est comme par exemple, si vous avez peut-être déjà vu, faire la chaise contre le mur. On se met dos au mur, on s'assied genou à 90 degrés. Là c'est isométrique parce qu'on va essayer de maintenir une position, il n'y a pas de mouvement musculaire, mais il y a quand même une contraction. Alors les muscles du dos, donc on a surtout les muscles superficiels et les muscles profonds. Les muscles superficiels vont être des muscles plus puissants qui vont permettre de générer un mouvement. Et les muscles profonds vont être des plus petits muscles stabilisateurs. On a donc en gros résumé, donc on a les muscles fléchisseurs du tronc qui vont être responsables de la flexion du tronc, donc comme si on faisait un abdominaux. Et on a les muscles extenseurs qui vont être l'inverse, donc qui vont permettre l'extension du dos.
Là, c'est un petit récap avec un petit peu tous les muscles importants du dos. On va avoir le trapèze, c'est pas très très important de savoir son origine, son insertion, etc. Souvent hyper sollicité dû à une mauvaise posture, souvent la souffrance de tissu, c'est souvent responsable de maux de tête suite à la compression du nerf d'Arnold. Le psoas, rôle aussi très important, donc il va s'insérer sur la partie antérieure des vertèbres et peut être en partie responsable de douleurs lombaires. Si un psoas trop tendu, entre guillemets, on peut avoir une traction excessive sur les vertèbres lombaires. Donc de manière générale, c'est un muscle à étirer et aussi à renforcer. Ça c'est la description du muscle psoas. Ça on peut passer aussi. Muscle stabilisateur, donc ça va être les muscles les plus proches de la colonne vertébrale. Donc ça, on va focaliser un peu plus l'importance là-dessus, surtout en rééducation, parce qu'ils vont s'insérer directement sur les vertèbres. Le muscle, l'un des plus importants, vous avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit à l'hydrothérapie ou en école du dos, le muscle transverse. Donc c'est l'un des muscles les plus profonds des abdominaux, qui va venir jouer un rôle de corset, un petit peu de sangle tout autour des abdos, en partant des vertèbres jusque devant. Il joue un rôle important dans la respiration et dans le maintien des viscères. Et de par son contrôle, il permet d'avoir un impact sur différents aspects, comme la rigidité et la stabilité de la colonne. Il participe à la toux, vomissement, miction, défécation, etc. Et lors de sa mise en tension, il agit comme une sangle abdominale, comme je l'ai dit. Alors, le muscle transverse, très difficile à activer de manière correcte. Souvent, les gens mettent quand même un peu de temps à maîtriser le mouvement pour pouvoir bien l'activer et bien le ressentir. Donc, il travaille en synergie avec le plancher pelvien. Il est très connu dans la rééducation postnatale et il est très souvent négligé. C'est aussi lui qui est capable de réguler les pressions intra-abdominales. Et attention, activer le transverse, ça ne veut pas dire faire une manœuvre de valsalva, ça veut dire maintenir sa respiration. Comment activer ce muscle? Donc vous l'avez sûrement déjà entendu. L'objectif, c'est d'abord d'inspirer, prendre une grande inspiration par le nez, souffler lentement par la bouche et en même temps essayer de venir comme si on voulait rentrer le nombril dans son ventre. Ok? Et en plus de ça, essayer de serrer le plancher pelvien. Le plus difficile dans cette contraction, c'est de réussir à garder ce verrouillage lors des exercices, tout en continuant à respirer. Et c'est tout. Autre structure importante, je vérifie juste un petit peu l'heure. Certains muscles n'appartiennent pas au tronc, mais sont donc en relation avec le bassin. Le bassin est lui-même en cohabitation avec la colonne vertébrale. Et une altération du positionnement du bassin peut mener à une altération au niveau des lombaires. Et un déséquilibre lombaire peut quant à lui altérer d'autres structures se situant plus haut. Donc important d'envisager le corps humain comme une entité et non un ensemble de pièces indépendantes. Alors, l'anatomie du bassin. Donc le bassin, c'est tout ce qui va constituer la partie inférieure de la colonne, là où repose la colonne, avec le sacrum et le coccyx. On va avoir différents noms, l'ilion, le lichion, le pubis, qui jouent un rôle important. On peut passer ici. Muscle ischio-jambier, qui va être aussi très important à renforcer. Donc on note, c'est le muscle que vous avez à l'arrière de la cuisse. Donc c'est l'antagoniste, donc l'inverse du muscle quadriceps. Il est constitué de 3 chefs, le biceps fémoral, le semi-membraneux, le semi-tendineux. Fonction. Donc la première fonction de ces muscles, c'est l'extension de la cuisse. Donc c'est quand on va essayer de ramener la jambe vers l'arrière et aussi de fléchir le genou. Donc lorsqu'on va venir fléchir le genou, c'est aussi l'ischio-jambier qu'on va engager. Il joue un rôle aussi dans le positionnement du bassin. Des muscles ischio-jambiers, donc ils vont être hyper tendus, donc peuvent provoquer une bascule postérieure du bassin. Et donc une rétroversion, c'est-à-dire une rotation du bassin, et donc peut mener à une modification de la posture et à une perte de la lordose physiologique. Comment mettre en tension ce muscle-là? On va essayer du coup à venir faire une flexion du tronc, donc comme on peut voir sur le schéma. Et tout simplement, c'est un étirement classique que vous connaissez peut-être pour venir étirer les muscles ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Alors, au niveau de la biomécanique lombaire, donc on va avoir une partie mobile entre 2 parties moins mobiles.
Donc on va avoir les lombaires qui vont être beaucoup plus mobiles au niveau du sacrum. Donc entre le sacrum et les vertèbres thoraciques, elles vont être beaucoup moins mobiles. Et ça va être le rôle numéro 1 de ça, ça va être la stabilité. Au niveau des mouvements du tronc, de manière générale, un mouvement global du tronc produit une adaptation segmentaire de chaque étage, ça c'est pas très important. Alors au niveau des contraintes mécaniques, donc les contraintes que reçoit la colonne vertébrale, elle va devoir résister à différentes forces. Compression, c'est-à-dire lorsqu'on va venir le poids, donc simplement la gravité qui va comprimer cette colonne vertébrale. Des cisaillements, donc c'est des mouvements d'un peu d'inclinaison, rotation combinée, donc des mouvements de tension. Au niveau de la stabilité intrinsèque, donc on va avoir une tension permanente des ligaments, donc comme j'ai dit, qui renvoie l'information vers le cerveau pour nous décrire un petit peu la position du corps, et une pression permanente dans le disque intervertébral. Un exemple, lorsqu'un sujet se penche vers l'avant, une force s'exerce entre L4 et L5. Si on lui rajoute 10 kg aux mains, la pression sur les disques est de 1000 kg. Alors attention à prendre avec des pincettes, c'est pas pour ça qu'on ne peut plus porter un poids de 10 kg en se penchant vers l'avant. L'objectif, c'est d'essayer de le faire progressivement. Si maintenant, du jour au lendemain, mais moi, je ne vais pas aller venir soulever un truc de 40 kg comme ça avec le dos en avant, forcément. Mais si je m'entraîne à monter par palier 10, 15, 20 kg, tout est possible. Et le dos est fait pour bouger. Ça, il faut s'enlever un petit peu de la tête, ce qu'on dit souvent d'essayer de rester droit comme un piquet et de bouger comme ça. Non, le dos est fait pour bouger, le corps est fait pour bouger. L'important, c'est de le faire progressivement et en fonction de la pathologie aussi en général. Stabilité intrinsèque, donc rigidifier les cavités par les muscles érecteurs du rachis. Donc on voit que c'est les muscles ici qui vont nous donner cette stabilité extrinsèque, qui vont venir pouvoir jouer sur les pressions sur le disque. Donc c'est pour ça que ça va être important de les renforcer. Pression sur le disque, donc quand on est debout, on dit qu'on a 100% du poids, assis un petit peu plus, et plus on va se pencher vers l'avant, plus on voit que la tendance de la pression qui agit sur le disque a tendance à augmenter. Ici, petit schéma, un peu comme je vous ai expliqué, voir plus on va se pencher en avant sans plier les genoux, plus la contrainte va augmenter sur la colonne vertébrale. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ça entre guillemets le plus important. L'important, c'est de le faire progressivement. Pour moi, il n'y a pas de problème à venir faire comme la dernière photo où il est marqué 300 kg si la charge qu'on porte est maîtrisée. Ouais. Si on le fait juste sans poids, normalement c'est faisable. Et essayez petit à petit de pouvoir augmenter un petit peu les contraintes. Alors, conclusion par rapport à ça, donc le maintien de la lordose physiologique, avoir un bon contrôle des muscles stabilisateurs du tronc qui vont permettre de gérer au mieux les contraintes, et une mauvaise posture peut avoir rapidement des répercussions sur les forces exercées au niveau de la colonne vertébrale. Cependant, il ne faut pas pour autant en avoir peur, et c'est ça qu'on essaie d'éviter, c'est que souvent, parce qu'on entend soit de rumeurs autour de nous, ou parfois des médecins un peu plus anciens ou un peu moins informés vont peut-être vous donner une peur du mouvement, et c'est ça qu'on va essayer d'éviter, parce que c'est justement ça qui est, on rentre dans un cercle vicieux alors, et alors on a plus difficile à s'en sortir. Et donc l'ensemble des structures et leur bon fonctionnement permettent de protéger drastiquement la colonne, comme j'ai dit un peu plus tôt. Alors, on va passer aux pathologies du dos. Donc on va voir un petit peu les différentes pathologies, peut-être que vous êtes concerné par une d'entre elles ou pas. Toi, tu n'avais pas de pathologie, c'est plus de la prévention? Non, dysphagie. Discopathie? Oui, discopathie, pardon, excuse-moi. Ok, une petite atteinte au disque, sans hernie particulier. Et de l'arthrose. Ok. Et toi? Moi, c'est une hernie discale. T'as eu une hernie discale? Ok. Il y a longtemps? Ou là, t'es dedans? Début janvier. Ok. Début janvier, enfin, j'ai recommencé toutes les activités début mars. Ça fait 2 mois que je suis un peu quitte, on va dire ça comme ça. Et ça va un peu mieux du coup? La jambe, je ne sens plus du tout, je sens encore vraiment plus qu'un peu une fatigue, un peu dans le bas du dos, ça, je peux ça. Parfait. T'es sur la bonne voie, je pense. J'espère. Alors, un petit peu statistique ici. Rachialgie, donc c'est un mot compliqué pour juste dire douleur au niveau du rachis. On note ici donc on a divisé en 3 types de douleurs, cervicalgie plus haut, lombalgie un peu plus bas et dorsalgie donc au milieu du dos. Donc on note quand même une plus grande prévalence à la lombalgie, donc on a beaucoup plus de douleurs lombaires que le reste. Alors pour les lombalgies, donc qu'est-ce que c'est la lombalgie? Donc c'est une douleur au niveau lombaire, donc située entre la charnière
thoracolombaire, donc au niveau thoracique, et le pli fessier inférieur. Cette lombalgie peut être associée à une radiculalgie. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire juste que ça correspond à une douleur dans un des deux membres inférieurs. Donc ça peut être une douleur qui irradie tout simplement dans le membre inférieur. Madame Le Bûcher se sentait pas bien. Ok. Je Il vais fait faire un peu chaud. Il a fait ça. Ici, ok. Elle est à côté avec. Ouais, ça va. À son niveau. Alors, au niveau des médicaments pour les lombalgies, en général, on dit oui pour soulager à l'aigu, mais on essaye de ne pas tomber dans une chronicité, donc d'en devenir dépendant. Prévention, oui, bien sûr. Autonomie, oui. Et le sport, grand oui aussi. Alors, dans les types de lombalgie, on va avoir des lombalgies qu'on dit spécifiques, donc qui sont des maladies un peu plus graves, mais qui sont heureusement bien plus rares. On va avoir des lombalgies avec déficit neurologique, donc si vous avez peut-être déjà eu une sciatique, ou peut-être pas comme tu as eu ton discal, tu as peut-être eu un déficit neurologique. Et donc ça va être dû à une compression du nerf, ou pas, on va le voir aussi. Et on a des lombalgies non spécifiques, qui sont la majorité des cas, ce qui veut dire en général qu'on ne sait pas vraiment la cause des douleurs lombaires. Alors, on les classifie en douleurs lombaires aiguës et chroniques. Aiguë, c'est avant 3 mois, et dès qu'on a une douleur de plus de 3 mois, on appelait ça une douleur chronique. C'est important d'éviter le passage à l'autre parce que c'est deux, entre guillemets, pathologies différentes, et on évite d'essayer de passer dans le chronique parce que là, ça va devenir toute une modulation de la douleur un peu différente et une prise en charge aussi totalement différente. Alors, pourquoi ça fait mal? Donc on a 3 catégories, mécanogène, neurogène et psychogène. Donc le mécanisme de la douleur lombaire n'est pas toujours très clair, donc parfois on ne sait pas dire que c'est telle ou telle cause, parfois on peut voir à la radio, c'est pour ça qu'il faut éviter un peu le shopping médical parfois, de faire des examens à tout va, parce que parfois on peut voir une structure atteinte, imaginons à la radio, mais c'est pas pour ça que c'est la cause principale de la douleur. Donc l'altération de structure n'est pas forcément responsable entièrement de la douleur. La médication n'est sans doute pas la meilleure solution, sauf en début ou pendant les périodes où la douleur est insoutenable. Et le mouvement est la clé de la guérison. Traitement kiné, donc par rapport à ça, on va essayer de comprendre un peu la mécanique du mouvement, la mise en activité quotidienne, c'est pour ça qu'on travaille aussi en collaboration avec les ergos, pour essayer de voir un peu comment vous fonctionnez au quotidien et comment l'améliorer. On peut avoir des traitements antalgiques lors de phases douloureuses, et la majorité du travail va être du travail postural et du renforcement avec un équilibrage des différents groupes musculaires. Alors, les lomboradiculalgies. Alors, donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une douleur lombaire, mais avec en plus une irritation d'une racine nerveuse. Donc, on peut avoir un trajet douloureux, comme la sciatique par exemple. Donc, on a une douleur associée au trajet de ce nerf. On peut avoir une diminution de la sensibilité aussi sur le trajet de cette racine, et avoir aussi une diminution de la force due à une compression nerveuse. Au niveau lombaire, on note grosso modo surtout sciatalgie, cruralgie. Donc sciatalgie, ça va être plus à l'arrière de la jambe, cruralgie l'inverse. Alors, pourquoi une irritation d'une racine nerveuse? Ça peut être dû à plusieurs causes. Donc ça peut être dû à une hernie discale qui vient à irriter cette racine nerveuse, de l'arthrose, ça peut être une insuffisance d'apport sanguin ou simplement une compression musculaire, un lumbago comme on l'appelle en général. Alors le disque, les différentes pathologies au niveau de ce disque, on va retrouver du coup la hernie discale, la protrusion discale, on va le voir, c'est juste simplement un bombement de ce disque, et une discopathie dégénérative, donc une petite dégénérescence de ce disque. Alors, protrusion discale, donc c'est une saillie du disque, donc due à une pression un peu trop importante dans le noyau, et qui va venir pousser sur le noyau fibreux. Mais le noyau du disque n'a pas encore percé l'anneau fibreux, donc il est encore à l'intérieur. La hernie discale, donc elle, c'est quand la partie du noyau gélatineux transperce les fibres de l'anneau qui l'entoure, et on va avoir un glissement de ce disque dans le canal rachidien, qui peut comprimer soit directement toute la moelle épinière, soit une partie d'une racine émergente à ce niveau-là. On en a différents types
protrusion, extrusion aussi, et exclusion, pardon. La discopathie dégénérative, donc avec le temps, on va observer un vieillissement du disque qui va se fragiliser. Donc ce noyau va être forcément un peu plus à risque de se déchirer, peut provoquer du coup plus facilement une hernie discale. La partie lombaire est la plus souvent touchée, même s'il en existe aussi en cervicale, parce qu'il y a le plus de contraintes à ce niveau-là. Et donc des disques moins souples, moins élastiques, et donc moins résistants tout simplement à la contrainte. Le traitement au niveau des pathologies du disque. Donc la kiné en général reste la meilleure solution dans la majorité des cas. Une infiltration peut aider si on a un échec de la kiné ou lors de phases trop douloureuses. Et sinon on peut passer par la chirurgie, mais en général c'est seulement si on a des compressions nerveuses extrêmes, donc on va avoir une perte de sensibilité associée à une perte de force accrue. Donc l'impact du temps sur une protrusion ou une hernie discale, on va avoir un noyau constitué en grande partie d'eau, donc qui a tendance à attirer les éléments vers le centre, donc le temps passé en position horizontale augmente cet effet. L'impact du renforcement musculaire donc, permet une meilleure répartition des charges, comme je l'ai déjà dit, au niveau de chaque étage vertébral, va diminuer les contraintes subies par les disques et peut augmenter aussi la vitesse de résorption de l'hernie. Alors, tassement vertébral, donc on va avoir, donc comme son nom l'indique, un tassement au niveau d'une vertèbre, on va avoir une augmentation des contraintes, ça va diminuer un petit peu l'amorti du disque. Alors ça peut être dû aussi à une faiblesse osseuse, donc dû à l'ostéoporose, peut-être déjà présente avant, et à une contrainte lombaire trop importante, ou tout simplement ça peut être dû à un trauma aussi, un traumatisme, un accident. Alors l'arthrose, donc la définition, c'est une affection chronique douloureuse des articulations due à une détérioration des cartilages. Donc souvent ça atteint les articulations zygapophysaires, mais ça peut atteindre d'autres articulations. Les zygapophysaires, c'est les articulations entre deux vertèbres. On va avoir ici la cause, donc ça peut être dû à un ensemble de toutes les pathologies comme on l'a dit avant, ça peut être dû à une altération du disque qui va du coup, on va avoir une moins bonne répartition des contraintes, ça peut être dû à une scoliose, ça peut être dû à un traumatisme. Les facteurs favorisant l'arthrose, ça peut être le surpoids bien évidemment, le tabagisme et l'alcool. Alors ici on va voir un petit peu, on est à la scoliose, vs une attitude scoliotique. Donc la scoliose c'est une déviation de la colonne dans les trois plans. La scoliose est non réversible sans intervention chirurgicale et par contre l'attitude scoliotique elle peut l'être. L'origine de cette scoliose, donc ça peut être simplement congénitale, génétique, une maladie neuromusculaire ou en grande partie idiopathique. Idiopathique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas trop la cause, tout simplement. La gravité d'une scoliose, donc si les angles ne sont pas très importants, c'est beaucoup moins grave, on n'a pas d'augmentation au niveau des pressions sur le poumon, le cœur, pas d'altération des fonctions vitales. Et le traitement kiné reste le meilleur choix par rapport à ça, pour permettre d'augmenter le tonus musculaire et diminuer les forces nocives provoquées, surtout sur un mauvais positionnement des vertèbres L dû à la scoliose. Dans certains cas les plus extrêmes, comme vous pouvez voir ici à droite, donc quand on a plus de 40 degrés en croissance ou 45 degrés plus tard, on va calculer un angle entre deux vertèbres. On peut avoir une atteinte des organes vitaux, une activité motrice compliquée. Donc là, le traitement conservateur, comme vous en doutez, n'est pas suffisant. Donc là, normalement, on doit passer par la chirurgie. De manière générale, certaines personnes ont des scolioses légères ou d'autres plus importantes, mais certaines personnes ne présentent pas de symptômes et ne les limitent pas dans l'activité physique. Donc, on les laisse tranquilles. Pour les gens chez qui ça dérange, le traitement par l'activité physique et le renforcement permettent du coup d'améliorer cette biomécanique et du coup avoir une meilleure fonction au quotidien. Alors, la place de la kiné dans les pathologies du dos. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mon kiné et qu'est-ce qu'on fait ici principalement à l'école du dos? On peut le faire aussi
à l'hydrothérapie en général. Donc on va essayer de travailler sur la mobilité des différents segments de la colonne vertébrale et de la mobilité générale. On va faire du renforcement, de l'endurance de force, donc essayer de travailler ces muscles pour les rendre plus forts, mais surtout plus forts dans le temps. On va aussi travailler des stretching, donc des étirements au niveau des muscles importants. La proprioception, donc c'est savoir se repérer un peu dans l'espace en 3D, connaître un peu comment bouge son corps. Et on va travailler aussi l'endurance fondamentale, donc une petite partie cardiovasculaire. Le même traitement pour tous, donc d'une façon générale, oui, pour améliorer la qualité des structures du dos, donc que ce soit les muscles ou toutes les structures dont on a parlé ici. Pour aller vers un mieux, et non, parce que chaque patient est différent. C'est pour ça aussi que pendant les séances, on essaie d'adapter un petit peu en fonction de chacun. Tout le monde ne réussit pas les exercices, ou certains peuvent faire l'exercice, mais adapter différemment en fonction d'un peu du niveau de chacun. Et voilà, c'est tout pour moi. À vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Quand on a de l'arthrose, Ouais. il faut rester en mouvement. Donc, mais vous pouvez me donner quelques exercices à faire pour le bas du dos, Bien sûr. Ici maintenant? si ça vous dérange pas. Oui, mais c'est tous des exercices globaux qu'on peut voir ensemble. Attendez. Déjà, juste être assis sur un coussin, c'est déjà excellent. Pourquoi? Parce qu'on renforce les muscles profonds et la proprioception et on mobilise le bassin. Donc, juste, si vous achetez un ballon, c'est Moi, déjà, j'ai un ballon. ça, c'est déjà vraiment très très bien. Ça peut être du gainage classique, ça peut être... Il n'y a pas vraiment d'exercice clé magique, mais pour moi le plus important c'est le mouvement. Ça peut être des squats, ça peut être Parce que je fais beaucoup de marche. de la Ça, marche. c'est J'avais, excellent. au niveau vélo, des sacroiliacs, j'étais Oui, à un moment donné, j'étais complètement bloquée. C'est, Oui, et le vélo, oui. Le mieux, en fait, c'est la natation sur le dos. Parce que là, on gagne bien, mais il faut aimer nager. Je ne vais pas vous dire aller nager si vous n'aimez pas, mais c'est vraiment la natation. Mais j'aime bien nager, mais j'aime pas l'eau froide parce que je me contracte Ouais, et c'est ça, pas c'est pas bon. très, très C'est bon. pour ça que la piscine. C'est bien chauffé. Oui, voilà. Mais le plus important c'est de trouver une activité qui vous plaît, parce que ça ne Ouais. sert à rien de vous, comme Dr Lona a dit, vous mettre à la piscine, mais si vous n'aimez pas nager, vous n'allez pas savoir le tenir sur le long terme. Ouais. Donc pour moi le plus important ce serait de trouver une activité qui vous convient Mhm. et que vous avez envie de faire. Et il faut rester en mouvement. Oui, voilà. Ça- Oui. Merci. C'est possible. Ça va? D'autres questions? Là, comme ça, on le met bien. Mais tu nous avais parlé que prendre du poids en étant blessé, ça ne comportait pas un risque si on le faisait crescendo. Mais que l'arthrose peut être aussi due à ça, une mauvaise façon de porter, je crois. À répétition, oui. Ouais. Mais ce que je te disais, c'est qu'on dit souvent qu'il ne faut absolument pas se pencher en avant, rester droit comme un piquet. Il faut savoir que ton dos il est capable de soulever des charges seulement s'il il est exposé graduellement. C'est comme je t'avais dit l'exemple, nous on ne va pas venir soulever une caisse de 40 kg comme ça. Mais si tu t'entraînes et t'entraînes ton dos, tu renforces tes structures à être capable de soulever cette charge, pourquoi pas? Ok. En fait, je vais peut-être expliquer avec le squelette. Ouais, je voulais l'utiliser à un moment, Oui. mais... C'est... Mais je vous avais expliqué, je trouve que c'est vraiment comme... Enfin, j'explique Ouais, bien sûr. en langage enfant. C'est comme... donc ici, vous avez le hamburger, la viande. Au centre, vous avez le ketchup. Si jamais votre hamburger, j'ai envie de dire, n'est pas solide parce que vous ne faites pas de sport ou quoi que ce soit, dès que vous allez plier le dos, sans plier les jambes et sans gainer, vous allez avoir la partie de la viande ou la partie du ketchup qui va aller titiller le nerf. Et ça, c'est le lumbago assuré. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment renforcer, comme disait Ethan, renforcer déjà le disque en faisant des exercices et puis apprendre à gainer tous ces muscles pour que ce soit vraiment cette sangle abdominale qui prenne le relais du hamburger. Donc voilà. Alors on peut avoir des hernies discales, on peut avoir des protrusions, elles ne seront pas toutes symptomatiques. Il faut vraiment qu'il y ait un titillement avec le nerf pour que ce soit symptomatique.
Et ça fait. Moi, j'ai eu ça, ça fait très mal. Hein. Ça fait très très mal. Oui, C'est vraiment des oui, douleurs et de même rein la avec des nuit, on ne sait irritations. pas comment se mettre, rien. Ouais, Hein. Donc, et ça, c'est souvent en L5, S1 ou L4, L5. Mm. Si c'est L5, S1, c'est plus une douleur à l'avant. Si c'est non, L5, S1 à l'arrière, L4, L5, c'est à l'avant. Et donc là, c'est vrai que je trouve que la péridurale est efficace, c'est-à-dire que l'anesthésiste va aller piquer près du nerf en fonction du niveau qui est atteint pour diminuer l'inflammation. Mais avant tout, il faut préserver son dos et gainer. Avec une infiltration, ça ou vraiment. Oui, c'est plus des péridurales. Mais donc tout dépend de où se trouvent les hernies. Si vous avez une hernie ici, un intraforaminal, donc dans le trou, là on va aller piquer là. Si jamais c'est postérieur, on va vraiment faire la péridurale. C'est vraiment en fonction de où se situe la douleur. Et quand on est dans la phase aiguë, par contre, de l'hernie, là on évite de faire trop d'exercices parce qu'on continue à enflammer son hernie. Okay. D'autres questions? Même sous hernie, on peut continuer à faire des exercices, c'est ça? Non, c'est plutôt Oui, repos. non. Ça, c'est vraiment Tant que la l'hernie. douleur est là, on Oui, fait rien. oui. La douleur, c'est un signe, en fait. Si vous avez vraiment terriblement mal, il vaut mieux être au repos. 2-3 jours, un peu plus longtemps. Ouais. Souvent, les gens comprennent qu'il ne faut plus rien faire. Et Oui. plus Ah oui, Parce que moi, oui, ici, oui. quand je suis venu, que j'ai été suivi ici, j'ai eu mon hernie avec la sciatique. Il m'a dit restez à l'arrêt et coucher le temps de. Oui, mais pas plus que 2-3 jours. Je suis resté 2 mois comme ça. 2 mois couchés. Ouais, ça c'est beaucoup. Parce que alors justement, en plus, vous avez une appréhension, donc vous avez peur de bouger. Si vous ne bougez plus, vous perdez vos muscles. Pas à force, je marchais un petit peu, etc. Mais sinon, dès que j'étais chez moi, c'était le médecin m'a dit de position à l'horizontale. Pas forcé, qui disait. Et j'ai non, C'est ça. il m'a dit rester à l'horizontale, j'ai eu aucune infiltration, j'ai rien eu. À part du tradonal et d'une série de médocs. Ça peut entraîner un cercle vicieux en fait. Oui. Déconditionnement, du coup on a plus peur de bouger. Il C'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui sont droits comme des piquets. Je sais pas, hein. Toi, en tout cas, Je sais c'est bien pas. facile. Non, pas du tout.